Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve pour la première partie d'un de mes nombreux bilans lecture, tout simplement parce que entre le mois de février et le mois de mars, j'ai lu plus de 150 volumes, ce qui représente quand même un certain nombre, et je voulais pas faire une vidéo qui durait 3 heures, donc j'ai décidé de la découper en plusieurs parties. Dans celle-là, je vais présenter toutes les nouvelles séries que j'ai commencées. Il y aura une prochaine vidéo sur toutes les intégrales que j'ai lues, et ensuite il y aura sûrement juste une vidéo sur toutes les mises à jour de séries que j'ai pu lire. Bref, on commence tout de suite avec tous les tomes 1. On commence avec de l'action, avec le titre de Kagurabachi qui est sorti chez Kana le 14 février. J'ai pu avoir la jaquette en édition limitée, donc je suis assez contente parce que je la trouve beaucoup plus jolie que la couverture normale. Je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, mais dans ce titre, on va suivre Chihiro. Son père est forgeron, il aspire à également devenir forgeron, sauf que sa famille va se faire massacrer et du coup, il va essayer de se venger. Il faut savoir que la particularité des sabres forgés par son père était qu'ils obtenaient certains pouvoirs et du coup Chihiro se venge en essayant de récupérer toutes les lames que son père avait forgées. Le tome 1 est plutôt bien rythmé, les scènes d'action sont jolies. Par contre, je trouve que le reste du dessin hors scène d'action, je suis pas forcément très fan. Je trouve notamment au terme des visages, j'ai un peu l'impression d'avoir le côté un peu One Punch Man, le dessin de One qui fait des visages très basiques, entre guillemets. Enfin oui, je sais pas pourquoi ça m'a fait un peu penser au dessin de One. En tout cas, je suis agréablement surprise par ce tome et assez curieuse de la suite, donc je continuerai. Mais c'est vrai que la lecture m'a fait penser en fait à plein de vibes différentes. J'avais cette impression justement de One Punch Man, j'avais aussi une petite impression un peu de vibe Kill Bill, et aussi un peu Spy Family avec la petite fille qui apparaît vers le milieu du tome. Donc c'est vrai que c'était un petit pêle-mêle de plein d'ambiances différentes qui fait que j'ai bien apprécié, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver du coup une sorte d'homogénéité dans la série. Bref, à voir ce que le tome 2 nous réserve. On continue chez Kana avec le tome 1 de Smoking Behind the Supermarket qui est sorti à la fin de l'année 2024. C'est un tranche de vie assez épais que j'attendais pas mal parce que c'est typiquement dans le synopsis le style d'œuvre que j'apprécie. Malheureusement, ce tome 1, je suis plutôt mitigée. Il y a eu des points positifs comme des points négatifs. J'ai beaucoup aimé le côté double personnalité de Yamada qui m'a beaucoup fait rire. Je trouve ça assez sympa et assez original comme protagoniste. J'ai beaucoup aimé aussi le côté très naïf de Sasaki. Et au final, les petites taquineries qui se font l'un l'autre, ça fonctionne bien, c'est mignon. Mais j'ai trouvé que le tome était très long, j'ai trouvé que c'était un petit peu ennuyant sur le tome, ce qui m'arrive assez rarement, j'ai quand même l'habitude des tranches de vie. Mais là, c'est vrai qu'à la fin du tome, j'étais un peu pressée qu'il se termine, parce que j'étais en mode oui, bon, c'est tout le temps un peu la même chose. Du coup, pour une petite série, ça me dérangerait pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de tomes, je crois, de sortie, je crois qu'ils sont déjà au tome 7 ou 8 au Japon, donc est-ce que autant de tomes de ce style-là, ça va me plaire, je suis pas certaine. Ensuite, chez Komiku, le tome 1 de Ghost and Witch de l'autrice de Ancient Magus Bride, qui est sorti en même temps que le tome 21. J'ai pas d'autres séries de l'autrice, ça va être ma première autre série, et pour l'instant, ce tome 1 m'a bien convaincue. On va cette fois rentrer dans un univers un peu plus fantastique, hein. Vraiment, on est dans le même univers que Ancient Magus Bride, donc normalement, si vous aimez cette série-là, vous aimerez Ghost and Witch. Cette fois, on va plutôt être sur les légendes irlandaises, donc ça change quand même un petit peu par rapport à l'Angleterre. Et on va être sur une jeune japonaise qui s'est fait maudire et qui, du coup, a fusionné avec une sorte d'entité et elle se rend en Irlande pour trouver une source magique qui pourrait l'aider à se débarrasser de sa malédiction. Sauf qu'au final, elle va y rencontrer une sorcière avec une forte personnalité. Et elle va se retrouver un peu mêlée à toutes ces histoires. Bref, l'univers est sympa, pour l'instant le tome 1 était très bien rythmé, il y a le mystère du serpent qui est assez intriguant, et on a des personnages hauts en couleur avec de fortes personnalités, donc ce tome 1 m'a totalement plu. On reste encore une fois chez Komiku avec cette fois le Pacte Millénaire qui est sorti au mois de février. C'est Tanja, je crois, qui en avait parlé dans un cri du mochi, et ça m'avait pas mal donné envie. De toute manière, le synopsis me faisait envie déjà aussi de base, mais je l'ai acheté et c'est vrai que cette fois je suis un peu plus mitigée. Je pense que j'achèterai encore 2-3 autres tomes en plus pour me faire un avis, mais c'est ce premier tome, je l'ai trouvé très rapide dans la narration, tout s'enchaîne à une vitesse assez impressionnante. On est sur un univers fantastique où des gens ont des pouvoirs
Et cette jeune fille qui n'en a pas se retrouve hébergée par une famille qui était débitrice de sa grand-mère qui l'a éduquée. Elle n'a aucun don, sauf qu'au final il y a un chevalier qui va la rencontrer, il va déceler en elle un certain talent et il va la ramener au château. Et apparemment elle serait la réincarnation d'une femme qu'il aurait connue 1000 ans auparavant. J'ai pas grand chose d'autre à en dire, le trait ne m'a pas particulièrement plu, j'ai trouvé peut-être un peu trop fin. Et il y a un petit côté aussi, je trouve, assez enfantin. Mais ce qui m'a quand même plu, c'est l'ambiance qui fait très conte de fées. Donc c'est vrai que ça change un petit peu de ce que je peux lire. Mais je sais pas encore. Voilà, vous l'aurez compris, il y a des pour, il y a des contre. Et j'attends d'en lire plus pour pouvoir me faire un avis. Chez Kiyun, je me suis pris le tome 1 de La Servante de l'Empereur. Et pour le coup, ça m'a énormément plu. On va être sur une jeune fille qui va être envoyée pour être une candidate, une concubine de l'empereur et potentiellement la future impératrice. Sauf qu'elle se retrouve entourée des autres filles, des autres clans qui ont été envoyés, mais qui elles sont des petites filles, car l'empereur a seulement 5 ans. Elle ne veut absolument pas épouser l'empereur, donc elle fait un peu exprès de faire comprendre qu'elle n'est pas intéressée. Mais elle va quand même taper dans l'œil du régent, qui va lui proposer de devenir la gouvernante de l'empereur. Elle accepte avec plaisir ce nouveau rôle, et du coup elle rentre dans la cour impériale avec ce nouveau rôle. Bien que le tome soit épais, j'ai vraiment pas vu passer ma lecture. On est sur un manga qui, comme Les Gardiens de l'Apothicaire, se passe dans une cour impériale, donc ça implique des complots, ça implique des clans. Moi j'aime beaucoup quand il y a ce style d'histoire. Et ce que j'ai aussi énormément aimé, je me suis vite attachée aux personnages parce qu'ils ont des personnalités très marquées, très excentriques un petit peu, et du coup ça rajoute une plus-value, je trouve, pour la série. Et cette fois on va parler du webtoon Là où les étoiles filantes tombent. On est sur un univers assez onirique qui va parler du coup de sorcières. Les sorcières naissent en fait des étoiles filantes. Dès qu'il y a une étoile filante qui passe, une nouvelle sorcière naît. Et on va suivre du coup une jeune sorcière qui est la 77e je crois, qui arrive sur Terre. Elle a tendance à se faire un petit peu maltraiter, mais heureusement elle se fait quand même recueillir par un humain qui va l'élever comme son père. Sauf que les sorcières, elles sont censées naître avec un familier, sauf qu'elle n'en a pas. Et elle va rencontrer un familier qui lui n'a pas de sorcière. Il aurait dû mourir en même temps que sa sorcière, mais finalement ce n'est pas le cas. Donc lui il est persuadé que sa sorcière va se réincarner un jour ou l'autre. Et en attendant, les deux vont faire équipe pour lui retrouver sa sorcière et elle, juste pour ne plus être seule. Je suis extrêmement fan du graphisme, des couleurs utilisées, etc. Ça m'a beaucoup plu. Mais j'ai trouvé que c'était assez dur de rentrer dans cet univers. Je pense que peut-être il aurait fallu que j'attende que le tome 2 sorte et de me lire les deux d'un coup pour que je comprenne un peu mieux tout ce qui se passait. Parce que c'est vrai qu'à certains moments, comme on a une sorte de monde du dessus et du monde du dessous, qui ont toutes les deux des religions différentes, mais il y a des choses qui sont en commun, d'autres non. C'est vrai que je me suis parfois un petit peu perdue dans ce qui se racontait dans l'histoire. Mais à part ça, l'univers est vraiment magnifique. Donc c'est un titre que je vais continuer. Une romance que j'attendais de lire avec beaucoup d'impatience, il s'agit de Bloom, qui a été un véritable phénomène, sorti du coup au mois de janvier, et le second tome est arrivé au mois de mars. J'ai attendu justement que les deux tomes sortent pour pouvoir me les prendre. Et d'ailleurs, j'ai acheté les deux en neuf, ça m'a permis d'avoir le petit stand acrylique qui était offert avec, qui est absolument trop mignon. Pour le coup, c'est une lecture qui ne m'a pas du tout déçue. Ça remplit toutes ses promesses et c'est vraiment une lecture qui te fait fondre, t'as l'impression d'être dans un petit cocon trop mignon. Pour l'histoire, on suit Rintaro, qui est un garçon, un lycéen qui a les cheveux décolorés, qui est un peu effrayant et qui va rencontrer une jeune fille qui mange souvent dans la pâtisserie que tient ses parents. Sauf que les deux sont dans des lycées qui sont voisins mais qui se détestent cordialement, du coup ça les freine un petit peu dans le fait de se rapprocher, mais leur relation est tellement touchante, ça se fait vraiment très naturellement le rapprochement entre les deux et on comprend vite qu'ils sont attachés l'un à l'autre. Sauf que bien sûr, leurs amis vont commencer à se rendre compte de ce qui se passe et au vu de la rivalité entre leurs lycées, ça va leur poser quelques petits soucis. Bref, c'est beau, l'histoire est vraiment incroyable, je suis vraiment très très fan de ce petit couple qui est en train de se former, et les personnages secondaires sont également très bien écrits, donc pour l'instant c'est un sans faute pour moi pour Bloom.
Autre série qui a beaucoup fait parler d'elle et qui est également sortie au mois de janvier le premier tome et au mois de mars le deuxième tome, donc exactement le même cas de figure que Bloom. Il s'agit de Minato Coin Laundry de chez Vega, qui est du coup un boys love qui était pas mal attendu, j'ai l'impression, par la communauté. J'en ai entendu énormément de bien sur les réseaux sociaux, ce qui m'a donné envie de l'acheter. J'avais déjà envie de l'acheter juste avec le synopsis. Malheureusement, ces 2 tomes n'ont pas du tout fonctionné sur moi. On est cette fois sur un trentenaire qui a décidé de reprendre la laverie que son grand-père tenait avant. Et un jour, il va avoir un jeune lycéen comme client. Et ils vont finir par se rapprocher tous les deux. Sauf que, bien sûr, ça lui pose problème le fait qu'il soit lycéen, parce que il est mineur, donc il veut absolument pas de relation avec ce lycéen. Mais le lycéen, lui, il insiste quand même pas mal et il fait vraiment tout pour qu'il y ait un véritable rapprochement entre eux. C'est mignon, c'est plutôt bien dessiné, mais je me suis pas attachée au personnage. J'ai trouvé que le lycéen avait vraiment un côté forceur de fou, et je comprends pas comment il ne peut pas comprendre qu'effectivement c'est un problème de sortir avec quelqu'un qui a 12 ans de plus que lui, quelque chose comme ça, 12-13 ans de plus que lui, et lui en mode ouais, je vois pas où est le problème, etc. Et il essaye vraiment de mettre l'autre en fait dans une situation inconfortable comme pas possible. Donc j'ai l'impression que la ligne sera pas franchie, parce que l'adulte a l'air quand même très responsable, mais je sais pas, ça m'a posé problème, ce côté forceur. Si c'était une histoire courte, en peu de tomes, je pense que j'aurais peut-être laissé une seconde chance et j'aurais acheté les prochains tomes, mais comme je vois que c'est 6 tomes en cours au Japon, je pense que ça va continuer, vu que c'est une série assez populaire, je pense vraiment qu'ils vont étirer la série. Donc je vais pas aller plus loin, et je l'ai déjà mis en vente sur mon Kinkai. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma boutique. On continue avec un autre boys love, cette fois c'est Si tu insistes de chez Anna Édition. Et celui-là, il est génial. J'ai grave accroché à l'histoire, j'ai dévoré les 2 tomes, bien qu'ils soient assez épais. C'est un boys love relativement sexy, où on suit un homme gay qui fait exprès d'être très médiocre dans son travail et qui se grime un peu en mode geek pour surtout pas attirer l'attention. Et il a tendance à détester cordialement un autre de ses collègues qui est extrêmement populaire, qui est considéré un petit peu comme un prince, qui lui est hétéro. Et un jour, pour un peu tester son pouvoir de séduction, l'hétéro décide d'aller dans le bar gay où traîne tout le temps son collègue, bien qu'il ne le reconnaisse pas. Et un jeu de séduction va se lancer entre les deux, jusqu'à les rapprocher dangereusement. Les 2 protagonistes ont une alchimie absolument incroyable tout le long de la lecture. C'est ça qui rend ce boys love aussi sexy et aussi prenant. Et j'ai bien aimé aussi le fait que ce soit 2 protagonistes avec 2 personnalités très différentes, et que leurs différences sont au final un point fort plus qu'un point faible. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré. Si vous aimez le boys love, je pense que vous serez totalement conquis. Et c'est un manga qui est toujours en cours, donc on en aura une suite. Ensuite, j'ai entamé les 4 premiers tomes de One Half of a Married Couple, qui est une série qui sera terminée en 8 tomes. Donc je suis déjà à la moitié. J'avais d'abord lu les 2 premiers tomes, et j'ai tellement aimé la série que j'ai commandé du coup le tome 3 et 4 dans la foulée. Dans cette série, on suit Aya qui, un soir, va voir un message un peu suspect sur le téléphone de son mari. Effectivement, son mari reste au boulot de plus en plus tard, et elle va commencer à le soupçonner d'avoir une maîtresse. Du coup, on va suivre Aya qui essaye de faire face à cette nouvelle, voir si elle a envie d'enquêter, si elle a envie d'en apprendre plus, si elle préfère faire l'autruche. C'est très réaliste, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que les sentiments sont vraiment bruts et très bien exprimés. On ressent clairement une tension sur ces 4 tomes, sur la situation. On voit également la situation de couples d'amis à elle qui ont d'autres problèmes que l'infidélité. Il peut y avoir par exemple la violence conjugale, la maltraitance, peut y avoir aussi les violences psychologiques. Ça va aborder quand même, mine de rien, plusieurs sujets. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en 4 tomes, c'est déjà très complet parce qu'on commence à avoir un dénouement dès le tome 4. Les personnages sont attachants et pour l'instant, il y a vraiment tout qui m'a plu dans One Half of a Married Couple, donc j'ai vraiment hâte d'avoir le dénouement entre les mains, même si c'est vrai qu'en 4 tomes, je trouve que c'est très bien ficelé et j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'ils pourraient rajouter dans les 4 tomes qui restent, donc assez curieuse, à voir ce que ça donne. Autre série qui a beaucoup fait parler d'elle, il s'agit des My Love Story with Yamada-kun at Level 999. Du coup, j'ai lu les 5 tomes, je me suis d'abord procuré les 3 premiers, j'ai réussi à trouver le 4e,
Et ensuite j'ai pris le 5e qui est sorti ce mois-ci. Donc je me suis lu les tomes en plusieurs fois. J'ai d'abord lu les 3 premiers tomes qui certes m'ont plu, mais c'est vrai que les 3 premiers tomes je trouvais que ça manquait un peu de punch et que comparé à tout ce que j'avais entendu, bah ça manquait d'un petit truc. C'était cool, mais sans plus. Et en persévérant dans ma lecture avec les tomes 4 et 5, là je me suis totalement accrochée à la série et j'ai adoré. On suit l'histoire de Akane, une jeune fille qui sort avec un garçon qui joue au jeu en ligne et elle va rejoindre le même jeu que lui pour pouvoir jouer avec, sauf que il va finir par la larguer et se mettre avec quelqu'un qu'il a rencontré dans le jeu. Akane décide de persévérer du coup dans ce jeu pour lui faire regretter, et en allant dans un événement IRL, elle va rencontrer Yamada qui est un personnage très connu car très puissant, et elle va faire croire que c'est son petit ami. Suite à des mésaventures, les deux vont finir par se rapprocher et elle va même rejoindre sa guilde qui compte que 5 ou 6 personnes. C'est une petite guilde où ils sont tous très proches les uns des autres. Le dessin est joli, l'histoire je trouve a un rythme très naturel et j'aime beaucoup en fait tous les personnages. Je trouve qu'ils sont très très bien écrits et chaque personnage a aussi la lumière à un moment ou à un autre, ce qui fait qu'on s'attache à tous les personnages. Je trouve que c'est réellement à partir du tome 3 que la relation entre Yamada et Akane va vraiment commencer à évoluer et à devenir mignonne. Le tome 3, on va également mettre en lumière des personnages secondaires, ce qui m'a beaucoup plu, notamment le développement de Tsubuki. Dans le tome 4, les sentiments commencent à s'affirmer et dans le tome 5, on a un peu des antagonistes qui apparaissent, ce qui fait que le rythme est extrêmement bon sur ces 2 tomes-là. On a également dans le tome 5 un peu de disclaimer, un petit attention, les gens que vous rencontrez dans les jeux vidéo, faites attention quand vous faites des rencontres IRL parce que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber, et j'ai beaucoup aimé qu'ils fassent une petite sensibilisation là-dessus. Le seul reproche que je pourrais leur faire, c'est que je trouve qu'il n'y a pas du tout assez de scènes dans le jeu. Souvent, les scènes dans le jeu durent 2 pages et ça y est, on passe à autre chose. C'est vrai que moi, j'aimerais bien que ce soit un petit poil plus développé. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne série. Je comprends pourquoi elle fait autant parler. J'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'univers, mais maintenant que c'est fait, c'est une série que je vais continuer avec plaisir. On continue avec les 7 tomes de The Holy Grail of Eris, une série que je viens tout juste de commencer et que j'ai dévoré. Voilà, au début j'ai commandé les 5 premiers tomes et j'ai tellement aimé que j'ai commandé le 6 et le 7 très rapidement. Pour l'histoire, on suit Constance ou Connie, une jeune fille très banale qui est fille de vicomte et pour qui l'honnêteté est primordiale, c'est carrément la devise de leur maison. Sauf qu'un jour, lors d'un événement mondain, elle va être confrontée à une situation où elle va être mise en difficulté, notamment par rapport à son fiancé. Et c'est là que l'esprit de Scarlett va lui venir en aide. Car Scarlett est tout sauf un fantôme méconnu, car elle était l'ancienne fiancée du roi actuel du pays, à l'époque où il était encore prince. Elle a été exécutée car elle aurait fait une tentative d'assassinat sur l'amoureuse du prince qui était à l'époque son fiancé, et elle clame haut et fort son innocence, elle n'a pas tenté de tuer la reine actuelle. Constance va alors passer un marché avec elle pour l'aider à retrouver ceux qui seraient à l'origine de son assassinat, et en échange, Scarlett l'aide dans les événements mondains car elle a du mal à naviguer avec sa naïveté à travers tous les complots de la cour. L'histoire peut sembler tout à fait banale et pourtant j'ai totalement accroché à l'univers. Le duo de protagonistes que tout oppose fonctionne très bien ensemble et crée une très belle dynamique. On est notamment servi en complot et fourberie à la cour, ce qui n'est pas pour me déplaire, on est vraiment pile poil dans le style que j'apprécie. D'ailleurs, ces fameux complots vous nous amenez dans un endroit vraiment très très sombre, dans une machination qui est beaucoup plus grande que simplement l'exécution de Scarlett, ce qui fait que c'est vraiment passionnant de suivre l'enquête sur toute cette face cachée, on va dire. En plus de ça, on a des femmes qui sont très très fortes tout au long du récit, qui m'ont totalement conquise. Et également, notre petite Constance a une très très belle évolution. Elle qui est très renfermée au début, très timide, très naïve, va finalement dévoiler ses points forts. Et ça fait que j'ai totalement adoré ce cocktail. En plus, l'anime vient d'être annoncé. J'espère qu'il sera à la hauteur du manga parce que j'ai vraiment eu un petit coup de cœur sur ce titre auquel j'attendais pas grand chose. Et bah une fois que j'ai commencé le tome, je pouvais plus lâcher la série.
Autre série dont j'ai lu 7 tomes, il s'agit cette fois des Noragami, que je viens tout juste de commencer. Pour l'histoire, on suit Yato, qui est une sorte de dieu un peu d'homme à tout faire, qui accepte de faire tout ce qu'on lui demande pour seulement 500 yens. On comprend très vite qu'il est très impopulaire, que ce soit auprès des dieux comme auprès des humains, tout simplement, car il est extrêmement égoïste et vaniteux. Mais cet éternel loser va faire la rencontre de Iori, qui va essayer de le sauver et qui malheureusement va faire qu'elle va mettre un pied dans le monde des dieux, car son âme va se retrouver séparée de son corps. Elle va alors demander à Yato de l'aider à régler la situation, sauf qu'il ne sait pas comment faire. Du coup, il se retrouve à traîner avec elle sans avoir trop de solutions, mais ils vont se retrouver embarqués dans d'autres aventures. On est sur le thème des dieux, qui est une thématique qui me plaît tout particulièrement, mais c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à rentrer dans l'univers. Bien que l'histoire soit originale et intéressante, il y avait un petit peu un côté fouillis sur les 3 premiers tomes, et j'avais beaucoup de mal à m'attacher surtout aux personnages qui ont des personnalités un petit peu atypiques, je trouve. Ça a fait qu'au bout de 3 tomes, j'étais vraiment en mode bon, je suis pas sûre d'aller au bout de cette série qui est en 27 tomes. Donc c'est quand même un certain budget, c'est quand même une série avec presque 30 tomes, c'est assez conséquent. Mais comme j'avais acheté les 7 tomes, je me suis dit dans tous les cas, je vais lire jusqu'au bout. Et heureusement, parce que je pense honnêtement que si j'avais lu que les 3 premiers tomes, j'aurais pas laissé une chance à Noragami. Le premier arc est vraiment bof, mais ensuite l'arc sur lequel ça enchaîne est vraiment très très bien construit et très dynamique. On a plein de personnages hauts en couleur qui apparaissent les uns à la suite des autres, qui fait que c'est très plaisant. Donc Noragami, c'est totalement validé pour moi. Je m'attendais peut-être à mieux parce que j'en ai tellement entendu parler sur les réseaux que j'avais certaines attentes envers la série, mais ces 7 tomes m'ont totalement convaincue et je vais continuer la série. Et pour finir les nouvelles séries commencées en termes de lecture, je me suis fait un sacré marathon avec les 13 tomes de l'Atelier des Sorciers. Du coup, dans l'édition normale pour les 8 premiers tomes, et j'ai réussi à avoir les 5 derniers en collector. J'avoue que je regrette un petit peu parce que j'ai commencé à acheter les tomes de l'Atelier des Sorciers juste avant l'annonce de l'édition Grimoire. Donc je pense que si j'avais su, j'aurais attendu pour prendre cette fameuse édition. Mais bon, maintenant qu'ils sont là, je vais les garder. Dans l'Atelier des Sorciers, on suit Coco, une jeune humaine tout à fait banale qui aspire à être magicienne. Malheureusement, c'est un don que seuls peu obtiennent dès la naissance. Alors qu'un magicien est de passage dans sa ville, elle est déterminée à comprendre le secret de la magie. Alors que Coco se rend compte que tout le monde peut être magicien s'il est muni d'une plume, elle va utiliser la magie à mauvais escient et blesser un membre de sa famille. Suite à cet événement, Kifray, le magicien qui était de passage dans son village, va décider de la prendre comme apprentie dans son atelier où il enseigne également à 3 autres jeunes filles. On va leur suivre Coco qui va évoluer dans ce nouveau monde qui de base lui mettait plein d'étincelles dans les yeux, mais elle va comprendre assez rapidement que ce monde peut également être très dangereux et très sombre. C'est un très bel univers qui est bien construit. J'ai encore une fois mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire. Je pense qu'il m'a fallu bien les 2 premiers tomes et c'est vraiment à partir du 3e que j'étais prise par le récit. On a des personnages assez attachants, notamment parce qu'ils sont assez jeunes, donc c'est vrai qu'on les voit un peu tâtonner sur leurs émotions, ce qu'ils ont envie de devenir, à quoi ils aspirent, ce qui fait qu'on les soutient à 200%, on est vraiment derrière eux. Et mine de rien, c'est un récit beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais de base. Je pensais vraiment que ce serait plus léger, on verrait juste une sorte d'apprentissage. Au final, l'apprentissage est très tourné également sur l'appréciation du bien et du mal, de voir également comment une idée qui de base était positive peut être détournée de manière négative par les mauvaises personnes. Et c'est vrai que les sorciers sont confrontés à la confrérie du Capuchon, qui est une sorte de secte qui est pour la magie libre, alors que dans l'univers magique où évolue Coco, il y a énormément de règles très strictes, comme le fait que les humains ne sont pas censés être au courant que tout le monde peut être magicien si ils savent dessiner, qu'il y a des sorts qui sont interdits comme les sorts de mort ou les sorts irréversibles, on va dire.
Et c'est vrai que parfois on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment bien qu'il y ait toutes ces règles, car à cause de ces règles, ça nous empêche de sauver certaines personnes, mais de l'autre côté, ceux qui utilisent la magie de manière très très libre font souvent aussi des mauvaises actions. Donc c'est pas si évident de peser le pour et le contre, et j'aime beaucoup voir en fait ces jeunes personnes qui sont confrontées à cette situation et voir comment elles réagissent les unes les autres, qui ont toutes du coup leur manière de voir les choses. C'est touchant, c'est beau, j'ai dévoré les 13 tomes. Voilà, ça y est, je fais partie de la team L'Atelier des Sorciers. Je suis très contente de commencer cette série. Voilà qui clôture cette première partie de bilan lecture. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé pas mal de séries, mine de rien. Des nouveautés, d'autres séries qui sont déjà terminées, d'autres qui sont actuellement en cours. Un peu de tout. Dans l'ensemble, quasiment que du positif, vu qu'il n'y a que Minato Coin Laundry que j'ai décidé de me séparer à la suite de ma lecture de la série. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé des différentes séries que j'ai moi-même lues, ou les séries que vous aimeriez me voir lire prochainement. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!